Mon fils m'a traité de fardeau, mais la vérité était cachée dans une maison à Saint-Paul-de-Vence. Le mot qu'il a utilisé était « insoutenable ». Julien se tenait au milieu de mon salon, brandissant les factures d'électricité et les charges de copropriété comme les pièces à conviction d'un crime. Son costume de bonne coupe, sa montre de luxe brillant à son poignet. L'image de la réussite. Mon fils. « Maman, ces dépenses sont insoutenables », a-t-il répété, et sa voix n'avait aucune affection. Elle avait le ton d'un directeur de banque qui refuse un prêt. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de l'observer. La façon dont il évitait mon regard. Comment il désignait les meubles, l'appartement haussmannien, comme si tout cela était un luxe que je ne méritais plus, un fardeau qu'il portait. Il parlait de tableaux Excel, de budget, de sacrifices. C'est sacrifice. Tandis que le son de sa voix emplissait l'air, mon esprit s'est évadé. Il a voyagé jusqu'à une petite boîte en bois au fond de mon armoire. À l'intérieur, une clé en fer, lourde et froide. Une clé qui ouvre une porte à plus de 900 km d'ici, dans un village d'artistes nommé Saint-Paul-de-Vence. Julien n'en avait aucune idée. Il me voyait là, une veuve recroquevillée sur le canapé, une personne à sa charge. Il croyait tout contrôler. Mes comptes, ma routine, mon avenir. Il pensait connaître chaque centime du patrimoine que mon mari, Alain, avait laissé. Il se trompait lourdement. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé me transformer en un chiffre, en un problème à résoudre. Parce que, en silence, je calculais une valeur bien différente. Le prix de ma liberté. Et celui-là, il ne pourrait jamais le payer. Le tournant de cette histoire sera inoubliable et la justice inévitable. Pour ne rien manquer de ce qui va suivre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche dès maintenant. Vous devez voir ça. Pour mon fils, j'étais devenue un ensemble de dépenses. Une photographie sur une étagère qui prend la poussière. Je m'appelle Catherine, mais depuis 5 ans, depuis qu'Alain est parti, je suis juste maman. Un titre, une responsabilité. Julien m'appelle chaque mardi et jeudi à 9h précises. Jamais 1 minute avant, jamais 1 après. Pas pour savoir comment je vais, mais pour vérifier si je suis en vie, si j'ai payé le jardinier, si je ne suis pas tombée dans la douche. C'est une checklist, pas une conversation. Sa femme, Manon, est encore plus subtile. Elle vient le dimanche, réorganise mon réfrigérateur et déplace mes plantes, en souriant. « C'est pour te faciliter la vie, ma chérie », dit-elle. Ce qu'elle veut dire, c'est pour nous faciliter la vie quand nous devrons nous occuper de tout ça. Il me voit comme une vieille porcelaine, fragile, précieuse, mais terriblement encombrante. Mais je ne suis pas née comme ça. Avant d'être la veuve, j'étais la femme d'Alain. Et avant ça, j'étais simplement Catherine. La femme qu'il avait rencontrée dans une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, avec de la peinture sur les doigts et le feu dans les yeux. Nous avons tout construit ensemble. Chaque brique de l'entreprise, chaque décision. Il était l'esprit stratégique. J'étais l'âme créative. C'est moi qui ai choisi le nom de la première boutique, qui ai dessiné le logo qui orne encore aujourd'hui les camions que Julien dirige. Il ne pose jamais de questions à ce sujet. Je pense qu'il ne le sait même pas. Quand Alain est tombé malade, une partie de moi est tombée malade avec lui. Et quand il est mort, le silence qui s'est installé était si vaste que je n'ai pas eu la force de le combler avec ma propre voix. Lutter semblait inutile. Il était plus facile de me faire toute petite. Plus facile de devenir l'ombre qu'il voulait en que je sois. J'ai accepté le rôle de la vieille dame sans défense parce que l'armure de la femme forte était devenue trop lourde à porter. Je les ai laissés prendre le contrôle. Je les ai laissés me transformer en ça. Ce fut une reddition silencieuse. Mais toute reddition a ses secrets. Et le mien se trouve sur une colline rocheuse, baignée par le soleil de la Provence. La maison à Saint-Paul-de-Vence a été ma seule condition lorsque nous avons vendu notre part de l'entreprise, des années auparavant. C'est notre retraite, notre atelier face à la mer, disait Alain. C'était notre pacte. Et en la gardant secrète, j'ai gardé en vie la seule partie de moi qu'il ne pouvait ni toucher, ni gérer, ni soustraire. Cette maison n'est pas un bien immobilier. C'est la preuve d'un amour que mon fils, avec ses tableaux Excel et son cœur pragmatique, ne pourrait jamais calculer. Je ne rêve pas de vengeance. Je ne veux pas que Julien se sente humilié comme il me fait sentir. Je ne veux pas l'argent, les bijoux,
les voyages en première classe que Manon exhibe tant sur les réseaux sociaux. Mon désir est plus simple et, en même temps, infiniment plus complexe. Je désire la lumière. Plus précisément, la lumière de Saint-Paul-de-Vence au lever du soleil, quand le ciel se teinte d'un rose pâle et que la Méditerranée au loin ressemble à un miroir d'argent liquide. Je désire sentir l'odeur de la garrigue mêlée à l'odeur forte de la peinture, à l'huile et de la térébenthine. Je désire la sensation de la toile rugueuse sous le bout de mes doigts, la promesse d'une image qui n'existe que dans ma tête, attendant de naître. Avant d'être Madame Catherine, l'épouse d'Alain, la femme d'affaires, la mère de Julien, j'étais peintre. C'était ce que je faisais. C'était ce que j'étais. Mes tableaux n'étaient pas célèbres. Ils ne fréquentaient pas les grandes galeries, mais ils étaient à moi. C'étaient des morceaux de mon âme transformés en couleurs. Quand Julien est né et que l'entreprise a commencé à exiger de plus en plus de nous, les pinceaux ont été mis de côté. La maternité, les réunions, la vie, tout est devenu plus urgent. C'est juste une pause, mon amour, me disait Alain. Un jour, nous aurons tout le temps du monde. Et je l'ai cru. La maison à Saint-Paul-de-Vence devait être cela. Notre tout le temps du monde. Je me souviens du jour où nous l'avons trouvée. C'était une ruine, un vieux mas aux murs décrépits par le temps et aux fenêtres qui ressemblaient à des yeux tristes. Mais il y avait une terrasse, surplombant les collines, et une grande pièce avec une baie vitrée allant du sol au plafond. « Ici, » a dit Alain, les yeux brillants, « c'est là que tu peindras ton plus beau tableau. » Nous l'avons acheté le jour même. Nous avons passé des années à la rénover petit à petit, pendant nos vacances. J'ai moi-même peint les murs en blanc pour que rien ne puisse rivaliser avec la lumière naturelle. Lors de notre dernier été là-bas, un peu avant qu'il ne tombe malade, j'ai commencé le tableau. Le tableau de ma vie. La vue depuis cette terrasse au moment précis du lever du soleil. J'ai installé le chevalet, préparé la toile, esquissé les premières lignes. Je me souviens de la sensation de paix, de la certitude que je rentrais enfin à la maison, que je me retrouvais. Mais la maladie d'Alain est arrivée comme un orage. Nous sommes rentrés précipitamment, et la toile est restée là, inachevée. Elle est toujours là, je le sais. Elle attend. Le chevalet dans la même position, la palette de couleurs sur une petite table, sèche et poussiéreuse. Le tableau de ma vie, figé dans le temps. Une promesse interrompue. Mon désir est celui-ci. Revenir et terminer ce tableau. C'est un plan que je nourris en secret, dans les longues nuits silencieuses. Je m'imagine descendant de l'avion à Nice, louant une voiture et conduisant sur la route sinueuse de la côte, le cœur battant. J'imagine la difficulté de tourner la vieille clé rouillée dans la serrure, l'odeur de renfermé et de poussière en entrant. Et puis, le geste d'ouvrir les fenêtres et de laisser la lumière et l'air de la Provence tout inonder. J'achèterai des pinceaux neufs, des couleurs fraîches. Je nettoierai la palette. Et, une tasse de café à la main, je m'assiérai devant la toile. Et je peindrai. Pas par obligation, pas pour vendre, pas pour prouver quoi que ce soit à personne. Je peindrai pour moi. Pour retrouver la femme que j'ai laissée derrière moi. Pour tenir la promesse que j'ai faite à Alain et à moi-même. C'est un désir si intime, si vital, qu'il semble brûler en moi. C'est mon oxygène. Mais tout rêve a un prix. Et la réalité est une porte verrouillée. Un voyage dans le sud, même simple, coûte de l'argent. Le billet d'avion, la taxe foncière que je continue de payer par l'intermédiaire d'un avocat de confiance, le matériel de peinture. Et mon argent. Techniquement, n'est pas à moi. Il est sur un compte joint que Julien gère. Un fonds qui, selon lui, sert à garantir ma sécurité pour mes vieux jours. Chaque centime est surveillé. Je me souviens, le mois dernier, avoir acheté l'édition reliée d'un livre d'art. 2 jours plus tard, il m'a appelé. « Maman, j'ai vu cette dépense de 200 € à la librairie. N'y avait-il pas une version moins chère ? Nous devons être prudents. » Prudent. Il me demande d'être prudente en dépensant l'argent que j'ai aidé à gagner. Moi, propriétaire d'une maison qui vaut une fortune, j'ai besoin de sa permission pour acheter un livre. Comment pourrais-je justifier un billet pour Nice ? Un mois de vacances ? Pour lui, ce serait un caprice, le délire d'une vieille femme. Mon désir est là, de l'autre côté du pays, si net dans mon esprit que je peux presque le toucher. Mais entre lui et moi,
Il y a la figure de mon fils, le gardien de mon présent, le bourreau de mon avenir. Pour atteindre ma maison, je devrais d'abord m'échapper de ma prison. L'orage a éclaté un mardi ensoleillé. Une de ces matinées tranquilles où le seul bruit dans l'appartement était le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit des pages de mon livre que je tournais. J'arrosais les fougères sur le balcon, ressentant une paix rare et dangereuse. Julien n'avait pas appelé depuis une semaine, même pas à ses heures habituelles. Une partie de moi, la partie naïve, a pensé qu'il relâchait enfin son emprise, qu'il me donnait un peu d'air. L'autre partie, celle qui a survécu à 5 ans de deuil et de surveillance, savait que le silence d'un prédateur précède généralement l'attaque. La sonnette a retenti à 10 heures du matin. C'était lui. Rien qu'en le voyant à travers le Judas, j'ai su que la trêve était terminée. Julien ne venait jamais à l'improviste. Il portait le même costume gris que d'habitude, mais il était froissé aux épaules. Le nœud de sa cravate, généralement impeccable, était desserré. Il y avait une ombre de fatigue sous ses yeux que même le café le plus fort n'aurait pu effacer. Il n'avait pas l'air du dirigeant en contrôle. Il avait l'air d'un homme aux abois. « Maman », dit-il, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je passais dans le coin, j'ai pensé prendre le courrier et te faire un coucou. » Mensonge. Personne ne passe dans le coin de mon quartier, isolé au sommet d'une colline. Et il détestait prendre le courrier. C'était une tâche banale, indigne de lui. Il est entré et a posé une petite pile de lettres sur la table basse. Des factures, des relevés bancaires, des publicités, et, au milieu, une enveloppe Kraft, rectangulaire, au bord usé par le long voyage. Mon cœur s'est arrêté. Puis il s'est emballé, martelant contre mes côtes. Je connaissais cette enveloppe. C'était la notification annuelle de la taxe foncière de Saint-Paul-de-Vence, envoyée par le cabinet de mon avocat à Nice, en retard, comme toujours. Elle portait des timbres français et le cachet rouge de la poste. Elle était si visible, si déplacée dans cette pile de papier banal qu'elle semblait crier son secret. J'ai essayé d'agir naturellement. « Merci, mon chéri. Veux-tu un café ?»« Non, merci, » dit-il, mais ses yeux ne quittaient pas l'enveloppe. Il s'est assis sur le canapé, près de la table, me barrant l'accès. Du courrier de la Côte d'Azur, je pensais que nous ne connaissions plus personne là-bas. La question était désinvolte, mais l'intensité de son regard était celle d'un détective. Mon esprit a paniqué, cherchant une issue. Ça doit être cette agence de voyage, ai-je improvisé, la voix un peu plus aiguë que d'habitude. Bon, ton père et moi, nous nous étions inscrits à un tirage au sort pour un voyage en Provence il y a des années. Il n'arrête pas d'envoyer de la publicité. Il a pris l'enveloppe. Le monde a semblé tourner au ralenti pendant que ses doigts la retournaient, examinant l'expéditeur. Le nom du cabinet d'avocats était là, en petits caractères élégants. Il ne l'a pas lu à voix haute. Il n'en avait pas besoin. J'ai vu le moment précis où la méfiance sur son visage s'est solidifiée en quelque chose de plus dur. La certitude. « C'est drôle », dit-il en reposant l'enveloppe sur la table, mais en gardant la main dessus. J'ai été tellement préoccupé par les finances ces derniers temps. Le marché est instable. Un de mes investissements n'a pas eu le rendement escompté. Il a soupiré, un son calculé pour susciter la sympathie, pour me faire baisser la garde. Dans un moment comme celui-ci, la famille doit être totalement transparente. Le moindre actif, aussi petit soit-il, le moindre fonds d'urgence que papa aurait pu laisser, il serait vital de le savoir. L'air dans la pièce est devenu lourd, difficile à respirer. Il ne parlait plus de l'enveloppe. Il parlait de tout. De ma vie, des secrets d'Alain, de l'argent qu'il convoitait et soupçonnait exister. Il me traquait. Cette fatigue dans ses yeux n'était pas seulement du stress. C'était du désespoir. Et un homme désespéré est capable de tout. Il s'est penché en avant, le faux sourire disparaissant enfin. Son visage était un masque de sérieux et d'accusation. Il m'a dévisagé, et pour la première fois, j'ai vu l'homme d'affaires impitoyable qu'Alain, parfois, craignait qu'il ne devienne. « Maman », dit-il, la voix basse et dangereusement calme. « Y a-t-il quelque chose concernant les finances de papa que tu ne m'as jamais dit ?» Le silence qui suivit la question de Julien était une chose vivante, lourde, qui pulsait entre nous. Chaque seconde était une éternité. Il me fixait, s'attendant à ce que je m'effondre,
à ce que j'avoue un crime qu'il avait déjà décidé que j'avais commis. Je pris une profonde inspiration, cherchant dans les décombres de ma patience la force de construire une dernière muraille. « Non », dis-je. Ma voix sortit ferme, plus froide que je ne l'aurais cru. Un bloc de glace. « Il n'y a rien. Ton père était un homme méthodique et transparent. Tu le sais mieux que quiconque. Tout ce que nous avions, tout ce qu'il a laissé, se trouve dans les rapports que tu vérifies toi-même tous les 6 mois. Le mensonge était si solide, si bien construit, que pendant un instant, je vis le doute dans ses yeux. Mais la graine du soupçon, arrosée par le désespoir, avait déjà pris des racines trop profondes. Il ne me crut pas. Je le vis à sa mâchoire tendue, à la façon dont ses doigts pianotaient sur l'enveloppe. Il n'avait pas de preuves, mais il avait une conviction. Et, pour un homme comme Julien, la conviction a toujours été plus importante que la vérité. « D'accord », dit-il en se levant brusquement. Le ton de celui qui clôt une réunion, pas une conversation avec sa propre mère. « Je vais prendre cette enveloppe, de toute façon. J'ai un contact qui peut vérifier si ce n'est que de la publicité. » Il prit le courrier sur la table. « On s'appelle maman. » Et il sortit, claquant la porte avec une force contenue qui fit trembler les cadres au mur. Je restais seul dans le silence assourdissant. J'avais gagné du temps, mais je savais que je venais de déclarer la guerre. 2 jours passèrent dans un calme tendu. Puis, le vendredi, le téléphone sonna. C'était Manon. Sa voix était douce comme du miel empoisonné. « Catherine, ma chérie, comment vas-tu » demanda-t-elle, avec une intimité qui n'avait jamais existé entre nous. « Je suis si inquiète. Julien est sur les rotules, il travaille trop. J'ai pensé lui préparer un dîner spécial demain soir, ici à la maison. Quelque chose pour le détendre. Et bien sûr, il faut que tu viennes, il a besoin de sa maman. » C'était un piège, si évident, si transparent. Ce n'était pas une invitation, c'était une convocation. Une partie de moi voulait crier « Non !» inventer une maladie, n'importe quelle excuse. Mais je savais qu'un refus serait interprété comme un acte d'hostilité. Une confirmation que j'avais quelque chose à cacher. J'étais coincé. « Bien sûr, Manon. Ce sera un plaisir, » répondis-je, sentant le goût amer de la soumission. Le samedi soir, je m'habillais comme une prisonnière se préparant pour son propre procès. Leur appartement était à leur image. Minimaliste, froid, impeccable. Un musée du luxe où l'on ne pouvait rien toucher. L'odeur n'était pas celle d'un foyer, mais d'un parfum d'ambiance hors de prix. Julien m'accueillit avec une bise sur la joue qui ne fut qu'un contact glacial. Le dîner fut une pièce de théâtre. Nous parlâmes de la météo, de la circulation, de banalités qui ne servaient qu'à combler le silence assourdissant. Manon servit un risotto aux ingrédients compliqués, artistiquement disposés dans une immense assiette avec une portion minuscule au centre. De la nourriture pour les yeux, pas pour l'âme. Puis, entre le plat principal et le dessert qui n'arriva jamais, le rideau se leva sur l'acte final. « Maman », commença Julien, en posant ses couverts parfaitement alignés à côté de son assiette. « Comme je te l'ai dit, les choses ne sont pas faciles sur le marché. L'entreprise a besoin d'un apport, d'une injection de capital pour passer cette phase difficile. » Manon posa sa main sur la sienne, dans un geste de soutien répété. « Ce que nous essayons de te dire, Catherine, c'est que c'est une crise familiale. Et dans une famille, tout le monde doit aider. » Mon cœur se mit à battre plus lentement. Un tambour funèbre. Je savais ce qui allait arriver. « Nous avons passé ces derniers jours avec nos conseillers financiers, » poursuivit Julien, « à analyser tous les actifs de la famille. Et nous sommes arrivés à une conclusion. La solution la plus logique, la plus intelligente, est de vendre ton appartement. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, suspendus dans le venin. Je les regardais l'un après l'autre. Ils ne suggéraient pas, ils informaient. « Mon appartement ?» parvins-je à dire, d'un filet de voix. « Mais c'est ma maison. Où vais-je vivre ?» Manon sourit, le sourire condescendant de celle qui explique quelque chose d'évident à un enfant. « Nous avons déjà pensé à tout. Il y a une magnifique résidence senior, à 5 minutes d'ici, avec piscine, aquagym, sécurité. Tu serais bien mieux prise en charge là-bas, et tu n'aurais pas à te soucier des factures, de la taxe foncière, de rien. » « Me soucier ?» répétai-je, sentant une vague de chaleur me monter au cou.
Je ne me soucie pas, Manon. Je vis dans ma maison. Maman, s'il te plaît, ne sois pas sentimentale, coupa Julien, l'impatience dans la voix. Nous parlons d'affaires, de survie. La valeur de ton bien immobilier rembourserait nos dettes et il resterait encore assez pour garantir ta place dans cette résidence pour des années. C'est une décision purement mathématique. À ce moment-là, je n'étais pas sa mère. Je n'étais pas une personne. J'étais un actif à liquider, une équation à résoudre. Il parlait de ma vie, de mon toit, de mon dernier refuge au monde, comme s'il discutait de la vente d'une action en bourse. Puis vint le coup de grâce. Julien ouvrit une serviette en cuir posée à côté de lui. Il en sortit une feuille imprimée sur du papier photo. C'était la page d'un site immobilier, avec la photo de la façade de mon immeuble. Et un chiffre. Un prix. Il fit glisser le papier sur la table en verre dans ma direction. J'ai pris les devants et j'ai demandé une estimation, dit-il, sans l'ombre d'un remords. C'est la valeur du marché. On peut même en obtenir plus si on agit vite. Je regardais le papier. La photo de ma maison, maintenant un produit dans une vitrine. Le chiffre qui était censé représenter la valeur de ma paix, de mes souvenirs. Le son de leur voix devint un bourdonnement lointain. Le goût du vin dans ma bouche devint amer. Je sentis quelque chose se briser en moi. Ce ne fut pas un bruit fort. Ce fut un craquement fin, profond, comme celui d'un vieux barrage qui cède sous la pression. C'était ma dignité qui volait en éclats. Si vous ressentez la force et l'injustice de cette histoire, laissez un like. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez. Je lis et réponds à tout le monde. Je ne me souviens pas comment le dîner s'est terminé. Je ne me souviens pas m'être levé, avoir dit au revoir. Je crois que je ne l'ai pas fait. Mon esprit s'est déconnecté de mon corps, laissant derrière lui un automate qui savait comment faire des gestes, comment marcher jusqu'à la porte, comment entrer dans l'ascenseur. Je me souviens du trajet en taxi pour rentrer. Les lumières de la ville défilaient par la fenêtre comme des taches de peinture sur une toile humide, un spectacle vibrant pour un monde auquel je n'appartenais plus. J'étais un fantôme glissant parmi les vivants. Quand je suis entrée dans mon appartement pour l'instant, le silence m'a accueilli comme un linceul. Chaque objet semblait m'accuser. Le canapé où Julien avait regardé des dessins animés pendant des années. Le mur où les marques de sa taille étaient encore discrètement inscrites au crayon. L'odeur familière de livres et de tisane à la camomille. Tout cela, qui fut un jour mon refuge, n'était plus qu'un actif, un chiffre sur un morceau de papier. Je n'ai pas pleuré. La douleur était d'une autre nature. C'était une douleur froide, creuse, qui s'est installée dans ma poitrine comme un bloc de glace. Les larmes exigent de la chaleur, elles exigent la friction de la colère ou de la tristesse. Je n'avais rien, juste le vide, l'écho de leurs paroles, sentimentales, incapable, un fardeau. J'ai marché jusqu'à ma chambre comme une somnambule et je me suis arrêtée devant le grand miroir. Elle était là, la femme qu'ils avaient décrite, Catherine. Une veuve d'une 60aine d'années, les épaules courbées par le poids d'un deuil qui n'était jamais complètement parti. Il y avait des rides de fatigue autour de mes yeux, des fils d'argent dans mes cheveux. J'ai vu la fragilité qu'ils avaient pointée du doigt. Pendant un instant terrible, je les ai crus. Étais-je donc cela? Sans Alain, n'étais-je que ça, un ensemble de besoins et de souvenirs qu'il fallait gérer? L'humiliation est une érosion. Elle vous ronge de l'intérieur, grain par grain, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vos propres fondations. Et j'étais en train de m'effondrer. Je me suis assise sur le bord du lit, le corps lourd, l'esprit vide. Mon regard a erré dans la chambre et s'est posé sur une petite boîte en bois de santal sur ma table de chevet. C'était la boîte d'Alain. À l'intérieur, je gardais les quelques objets de lui qui n'appartenaient qu'à moi. Sa montre-bracelet cassée, un briquet en argent, quelques photos et une enveloppe scellée avec mon nom écrit de sa calligraphie forte et familière. Il me l'avait donnée une semaine avant de mourir, à l'hôpital. Sa main était faible, mais sa poigne était ferme. « Catherine », avait-il murmuré, la voix rauque par l'effort, « garde ceci. Je veux que tu vives, que tu sois heureuse. Mais si, pour une raison ou une autre, un jour tu te sens perdue, si tu te sens acculée, ouvre-la. Seulement ce jour-là. Je ne l'ai jamais ouverte.
L'ouvrir aurait signifié admettre qu'il était parti pour toujours. Cela aurait signifié lire ses derniers mots. Et même dans les pires jours, je craignais plus cette finalité que la solitude elle-même. Je me sentais perdu tous les jours, mais jamais acculé. Jusqu'à aujourd'hui. Les mains tremblantes, j'ai pris la boîte. L'odeur du bois de santal et de son parfum était toujours là, un fantôme de réconfort. J'ai sorti l'enveloppe. Le papier avait jauni avec le temps. Pendant 5 ans, elle était restée là, une bombe à retardement d'amour et de douleur. Maintenant, je n'avais plus rien à perdre. Mes doigts ont déchiré le sceau avec une urgence désespérée. À l'intérieur, il y avait 2 feuilles de papier, pliées avec soin. Je les ai dépliées. La lettre ne commençait pas par « Ma Catherine chérie ». Elle commençait par un ordre. « Lis jusqu'au bout avant de pleurer ». Et j'ai lu. Ce n'était pas une lettre d'adieu. C'était un manuel de survie. C'était un dossier. Alain, le brillant stratège, l'homme qui avait toujours 3 coups d'avance sur tout le monde, ne m'avait pas laissé seul. Il savait. Il avait toujours su. Il connaissait l'ambition de Julien, la froideur de Manon. Il avait prévu un scénario comme celui-ci, un jour où mon amour de mère pourrait être confondu avec de la faiblesse. Sur les 2 pages, il détaillait tout. Des comptes bancaires secrets en Suisse, ouverts à mon nom des années auparavant, alimentés par un pourcentage des bénéfices de l'entreprise qu'il avait légalement détourné vers un fonds d'investissement personnel. Il expliquait l'histoire de la maison à Saint-Paul-de-Vence, non pas comme notre refuge, mais comme un actif financier d'une valeur incalculable, situé dans une région sur le point de connaître une revitalisation touristique massive. Il y avait des noms, des contacts. Un avocat à Nice, expert en transactions immobilières internationales, un directeur de banque à Genève. C'était une carte, un plan de guerre. Et puis, dans le dernier paragraphe, sa voix a changé. C'est devenu la voix de mon Alain. Je t'ai donné mon cœur, Catherine, mais je t'ai aussi donné une armure. Ils peuvent essayer de tout te prendre, mais ils ne savent pas qui tu es. Ils ne l'ont jamais su. Ils voient la fleur, mais j'ai toujours vu l'acier dans la racine. Batte-toi, pas pour moi, pas par vengeance. Batte-toi pour cette femme que j'ai rencontrée dans la galerie d'art, avec de la peinture sur les doigts et le feu dans les yeux. Elle est toujours là. Va la retrouver. Le bloc de glace dans ma poitrine a commencé à fondre. Mais il ne s'est pas transformé en larmes de tristesse. Il s'est transformé en feu. Une chaleur qui m'est montée à la gorge, brûlant le nœud du désespoir, et s'est répandue dans mes veines. La femme tremblante qui avait ouvert la lettre n'était pas la même que celle qui la repliait maintenant. Les morceaux brisés de ma dignité n'avaient pas disparu. Ils se rassemblaient, fusionnant dans cette chaleur, se transformant en quelque chose de nouveau, quelque chose de tranchant, quelque chose de dangereux. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le sommeil était un luxe pour la femme que j'étais avant de lire la lettre. La nouvelle femme, celle qui était née du feu de l'humiliation, avait du travail. J'ai passé la nuit entière au bureau d'Alain, un endroit que j'avais évité pendant des années parce que son absence y était trop palpable. Mais cette nuit-là, je ne sentais pas son absence. Je sentais sa présence. La lettre était ouverte à côté de moi, non pas comme une relique, mais comme un mode d'emploi, une carte de bataille. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai allumé le vieil ordinateur. La poussière qui s'est soulevée a dansé sous la lumière de la lampe comme de petits fantômes. Tandis que l'ancien système d'exploitation se réveillait lentement, j'ai relu chaque nom, chaque numéro de téléphone, chaque détail du plan d'Alain. Avocat à Nice, maître Durand, banque à Genève, Ferrier Lulin. Des noms qui semblaient appartenir à un film d'espionnage, pas à ma vie silencieuse et provinciale. Internet s'est enfin connecté. Mes mains, qui tremblaient en tenant la lettre, se déplaçaient maintenant avec une précision oubliée sur le clavier. J'ai cherché le cabinet d'avocats Durand & Associés à Nice. Il existait. Un immeuble imposant sur l'une des avenues les plus nobles de la ville. J'ai cherché la banque suisse, discrète, exclusive, avec une histoire de 200 ans dans la gestion de fortune. Tout était réel. L'armure qu'Alain avait forgée pour moi était réelle. Et j'étais sur le point de l'enfiler. Le soleil du matin a commencé à filtrer par la fenêtre quand le téléphone a sonné, strident, brisant ma concentration. C'était Julien. J'ai regardé le nom sur l'écran et j'ai pris une profonde inspiration, rappelant la femme fragile de l'exil.
C'était l'heure de mon premier acte. « Allô ?» ai-je répondu, la voix délibérément chevrotante, faible. « Maman. »« Alors ?» a-t-il dit sans détour, sans bonjour, sans amabilité. L'agent immobilier dont je t'ai parlé, Monsieur Martin, a un créneau pour voir l'appartement aujourd'hui à 14 heures. Il doit commencer à prendre les photos, faire l'estimation officielle. Tu seras là, n'est-ce pas ? Julien, commençai-je en injectant une dose d'hésitation dans ma voix. C'est si rapide. Le marché n'attend pas, maman, a-t-il répondu, sèchement. Nous avons une fenêtre d'opportunité. Nous ne pouvons pas la manquer par sentimentalisme. Je peux lui confirmer ? J'ai pris une autre profonde inspiration, une pause dramatique. Le silence de l'autre côté de la ligne était lourd d'impatience. Il me voyait comme un obstacle, une dernière formalité bureaucratique avant de mettre la main sur l'argent. Soit. Son arrogance serait mon bouclier. « Très bien, mon fils, » dis-je, la voix basse, le son de la défaite. Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ? Je serai là à 14 heures. Parfait. Sois gentil avec lui, s'il te plaît. Facilite les choses. Et il a raccroché. J'ai souri. Un sourire qui n'a pas touché mes lèvres, mais qui a brûlé à l'intérieur. Facilite les choses. Oh, j'allais le faire. J'allais lui faciliter le chemin tout droit vers le piège que je commençais à construire. Le laisser croire qu'il avait gagné était la première étape. Un adversaire trop confiant est un adversaire négligent. Et j'avais besoin que Julien soit très, très négligent. J'ai attendu 1 heure, le temps nécessaire. Puis, le cœur battant contre mes côtes, j'ai composé le numéro du cabinet de Maître Durand. Le téléphone a sonné 3 fois. Une voix féminine a répondu avec un français impeccable. « Cabinet Durand & Associés, bonjour. »« Bonjour » ai-je répondu, d'un ton à nouveau professionnel. « Je souhaiterais parler à Maître Durand, s'il vous plaît. »« C'est de la part de qui ?» a demandé la voix, professionnellement sceptique. « Je m'appelle Catherine Dubois. Je suis la veuve d'Alain Dubois. Dites-lui que c'est au sujet de Saint-Paul-de-Vence. » Il y a eu une pause. J'ai pu entendre le son d'un clavier, un murmure étouffé. Puis, la voix est revenue, le ton complètement transformé. Il y avait du respect maintenant, de la déférence. « Un instant, s'il vous plaît, Madame Dubois, je vous le passe immédiatement. » Un clic, puis une voix masculine, grave et chaleureuse, a rempli la ligne. « Madame Dubois ? C'est Maître Durand. J'attendais votre appel. »« Vous attendiez ?» ai-je demandé surprise. « Depuis 5 ans, pour être exact, » a-t-il répondu avec un petit rire. « Alain a été très clair dans ses instructions. Je suis votre avocat et j'attendais patiemment vos ordres. Je suis sincèrement désolé pour votre perte. Votre mari était un homme brillant et très prévoyant. » Au cours de cette conversation, quelque chose en moi a changé à jamais. Maître Durand ne m'a pas parlé comme si j'étais une vieille femme sénile. Il m'a parlé comme à une cliente, une partenaire. Il m'a expliqué les détails juridiques, l'état actuel du marché immobilier sur la Côte d'Azur, l'intérêt d'un consortium hôtelier de Dubaï qui rachetait toute la zone autour de la propriété. Le chiffre qu'il a mentionné nonchalamment a fait passer le montant de l'estimation de Julien pour un pourboire. « Pour que je puisse agir en votre nom, madame, » a-t-il conclu, « j'aurai besoin d'une procuration signée et authentifiée. Je vais vous envoyer tous les formulaires par email, ainsi que l'accord de confidentialité. Une fois que j'aurai cela, je pourrai entamer les négociations préliminaires. »« Entendu » ai-je répondu, la femme d'affaires que j'avais été refaisant surface. « Envoyez-moi tout. Vous aurez les documents en retour sous 48 heures. » Nous avons raccroché. Je suis restée assise en silence un moment, absorbant l'information. Pour la première fois en 5 ans, je n'étais pas un fardeau. J'étais une force. L'email de Maître Durand est arrivé quelques minutes plus tard, une avalanche de fichiers PDF pleins de jargon juridique en 3 langues. La peur m'a effleuré 1 seconde, le doute. Mais je l'ai repoussé. J'ai passé le reste de la matinée et le début de l'après-midi à lire chaque ligne, en utilisant des outils de traduction en ligne. À 13h50, au son de l'interphone annonçant l'arrivée de l'agent de Julien, j'ai imprimé la dernière page. La procuration. J'ai signé mon nom à l'endroit indiqué. Mon écriture, qui était devenue tremblante et hésitante ces dernières années, est sortie ferme, forte. Catherine Dubois. Pendant que M. Martin, l'agent, mesurait mon salon avec un sourire professionnel, louant la lumière naturelle qui ne serait bientôt plus la mienne, j'étais dans le bureau,
en train de scanner le document signé. J'ai ouvert un nouvel email. J'ai joint le fichier. Dans le champ du destinataire, j'ai tapé l'adresse de Maître Durand. Objet. Procuration, Saint-Paul-de-Vence. Mon doigt a plané au-dessus du bouton « Envoyer ». C'était plus qu'un email. C'était le détonateur. Le point de non-retour. J'ai regardé par la porte du bureau et j'ai vu Julien faire de grands gestes à l'agent, vendant mes souvenirs. Et, avec un sourire glacial, j'ai cliqué. Le son du clic de la souris fut inaudible, mais pour moi, il résonna comme un coup de pistolet de départ. Je sortis du bureau et trouvai Julien et l'agent, M. Martin, dans le salon. Julien avait un sourire de satisfaction sur le visage, le sourire d'un général qui croit avoir déjà gagné la guerre. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il. « Oui, mon fils, » répondis-je, la voix douce comme de la soie. Je disais juste au revoir à mon petit coin. Je commençais ma performance. Je fis visiter l'appartement à M. Martin, ma maison depuis 30 ans, et la transformai en scène de théâtre. Mon jeu était digne d'un prix. Je parlais avec une mélancolie parfaitement calibrée, la voix brisée juste ce qu'il fallait, les yeux humides mais sans verser une larme. Je lui montrai les avantages de l'endroit, comme Julien l'attendait, mais je le fis de manière à semer le doute. « Ah, cette lumière du matin est magnifique », disais-je, mais l'après-midi, le soleil tape si fort que le vieux climatiseur peine à suivre. Julien dit toujours qu'il faut refaire toute l'installation électrique. À chaque compliment, je plantais une mauvaise herbe. « Le silence ici est merveilleux », soupirai-je, sauf quand le voisin du dessus décide de répéter avec le groupe de rock de son fils. Mais on s'y habitue. Julien me regardait, d'abord avec approbation, puis avec une légère irritation. Il ne comprenait pas ma stratégie, ne voyant que la fragilité qu'il avait lui-même créée et que j'utilisais maintenant comme une arme. Monsieur Martin, un homme expérimenté, notait tout, son sourire professionnel s'amenuisant à chaque petit défaut que je soulignais avec la douceur d'une grand-mère avouant une peccadille. C'était un acte de sabotage subtil, un petit grain de sable dans l'engrenage parfait du plan de mon fils. Je ne voulais pas empêcher la vente. Je voulais juste lui rappeler que, même dans ma prétendue défaite, j'avais encore du pouvoir. Les jours suivants, je me plongeais dans un double jeu. Pour Julien et Manon, j'étais la mère résignée. J'acceptais les cartons qu'ils apportèrent. Je commençais à emballer des affaires, les remplissant de vieux journaux et d'objets sans valeur. Ils me voyaient plier des vêtements et vider des tiroirs et se sentaient maître de la situation. Ils ne se doutaient pas que ma véritable activité commençait après leur départ. La nuit devint mon territoire. Pendant que la ville dormait, je devenais une autre femme. La table de la cuisine se transformait en mon quartier général. J'étalais les documents envoyés par Maître Durand, je lisais des contrats, j'analysais des clauses en français et en anglais. Le jargon juridique qui m'aurait intimidé auparavant me semblait maintenant un langage familier. Je réapprenais à parler la langue du pouvoir, la langue d'Alain. Je commençais à observer Julien et Manon avec un autre regard. Je ne voyais plus seulement mon fils et ma belle-fille. Je voyais mes adversaires. Je remarquais la tension croissante entre eux, les conversations chuchotées qui s'arrêtèrent brusquement quand j'entrais dans la pièce. Un jour, je répondis à un appel sur le téléphone fixe. C'était un homme à la voix dure, réclamant une dette de l'entreprise de Julien. Je fis semblant d'être une employée de maison confuse. « Monsieur Dubois n'est pas là », dis-je, et je raccrochai. Quelques minutes plus tard, je vis mon fils dans le jardin, faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille, le visage pâle. Manon, de son côté, essayait de sauver les apparences, mais ses yeux trahissèrent la panique. Elle m'apporta une brochure d'une résidence pour seniors. « Regarde, Catherine, comme c'est joli ici. Il y a des cours de yoga et un thé dansant tous les vendredis, » dit-elle avec un enthousiasme forcé. Elle tournait les pages, me montrant des photos de personnes âgées souriantes. « Tu pourras choisir la couleur des murs de ta nouvelle petite chambre. » Je souris d'un sourire docile. « C'est très gentil à toi, Manon. Merci de penser à moi. » Le matin même, j'avais passé 3 heures en visioconférence avec Maître Durand et 2 avocats du consortium de Dubaï, à discuter d'une clause de paiement à 8 chiffres. L'ironie était si épaisse que j'en ris presque. Les communications avec Nice étaient mon secret le mieux gardé. Je créai une nouvelle adresse e-mail avec un nom que personne ne pouvait m'associer.
J'utilisais le réseau Wi-Fi d'un café à 3 rues de chez moi pour envoyer et recevoir les informations les plus sensibles. Maître Durand était un virtuose. Il me guidait, me conseillait, mais précisait toujours que la décision finale m'appartenait. La propriété est à vous, Madame Dubois. Le pouvoir est à vous. Et à chaque email échangé, à chaque document signé numériquement, je sentais ce pouvoir grandir en moi. Le changement était complet. Je n'étais plus la femme qui subissait, j'étais la femme qui agissait. Je n'attendais plus le prochain coup. Je préparais le mien. Et il arriva un mercredi pluvieux. Un email de Maître Durand avec pour objet « urgent et confidentiel ». Mon cœur bondit. J'ouvris le message. L'offre finale du consortium avait été faite. Elle était plus élevée que ce que nous espérions. Il voulait conclure l'affaire en 48 heures. L'argent serait transféré sur le compte à Genève dès que je donnerais mon accord final. Le piège était prêt. L'appât était sur l'hameçon. Il ne manquait plus que le prédateur. Comme invoqué par le destin, mon portable sonna. C'était Julien. Sa voix était euphorique, victorieuse. « Maman, merveilleuse nouvelle! Monsieur Martin a trouvé un acheteur pour l'appartement. Une offre immanquable, paiement comptant. Ils veulent signer le contrat au plus vite. J'ai pris rendez-vous avec tout le monde vendredi, à 15 heures, chez toi. Sois prête. C'est la fin de nos problèmes. » Nos problèmes. Le mot résonna dans ma tête. Je pris une profonde inspiration, convoquant une dernière fois la femme fragile. « Quelle bonne nouvelle, mon fils !» bégayai-je. « Vendredi, alors ?»« Vendredi, » confirma-t-il. « Enfin !» Je raccrochai. Je me dirigeais vers le calendrier accroché au mur de la cuisine. Avec un stylo rouge, j'entourais la date. Vendredi. Le jour où mon fils croyait qu'il signerait ma sentence. Le jour où il pensait qu'il se débarrasserait enfin de son fardeau. Je regardais le cercle rouge. Non, ce n'était pas la fin de ses problèmes. C'était juste le début. Et j'avais hâte. Le vendredi arriva avec un ciel gris et une pluie fine qui lavait les vitres de mon appartement, comme si le monde se purifiait pour ce qui allait arriver. Je me réveillais avant le soleil, mais pas par anxiété, avec un calme profond, presque effrayant. C'était le calme de l'œil du cyclone, le silence avant le tonnerre. Je ne m'habillais pas en deuil. J'ouvris mon dressing et ignorais les robes beiges et grises, les vêtements de la femme invisible. Au fond, enveloppée dans de la soie, se trouvait une robe bleu roi qu'Alain m'avait offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. Je ne l'avais jamais portée. C'était une robe pour une célébration, pour une femme qui est le centre de l'attention. Elle était parfaite. Je mis mes boucles d'oreilles en perles, me coiffai et mis du rouge à lèvres. Quand je me regardais dans le miroir, je ne vis pas la veuve fragile. Je vis Catherine Dubois. Et elle était prête. Je passais la matinée à nettoyer l'appartement. Non pas comme quelqu'un qui se prépare à un déménagement, mais comme quelqu'un qui prépare une scène. Il y avait en effet quelques cartons empilés dans un coin, la touche finale de ma scénographie. L'appât. Je préparais un café fort et frais, disposais un plateau avec des petits fours. L'hospitalité est une arme puissante. Elle désarme l'ennemi, le met à l'aise au moment même où vous vous apprêtez à le chasser pour toujours. À 15 heures précises, la sonnette retentit. C'était eux. Julien, Manon, l'agent Monsieur Martin et un homme au visage sévère que je supposais être le notaire. Julien entra le premier, le torse bombé, la démarche d'un conquérant. Quand il me vit, il s'arrêta un instant, surpris. « Ouah, maman, tu es différente. C'est une occasion spéciale, n'est-ce pas ?» répondis-je avec un sourire énigmatique. Manon me toisa de la tête aux pieds, une lueur de mépris et d'envie dans les yeux. Elle, avec son tailleur beige insipide, ressemblait à l'employé, moi à la propriétaire de l'Empire. Monsieur Martin et le notaire me saluèrent avec une formalité professionnelle, inconscients du courant électrique qui parcourait la pièce. Ils s'assirent à la table de la salle à manger, que j'avais polie jusqu'à la faire briller. Julien prit place au bout de la table, la place qui fut un jour celle de son père. L'ironie était délicieuse. Le notaire ouvrit sa mallette en cuir et en sortit une liasse de papier. Le compromis de vente. Le document qui scellerait mon sort, selon eux. « Bon, passons aux choses sérieuses, » dit Julien, avec l'impatience de quelqu'un qui a plus important à faire.
Maître Monsieur Martin, ma mère est déjà au courant de toutes les conditions. Elle est d'accord avec tout. Il ne reste plus qu'à signer. Le notaire commença à expliquer les clauses d'une voix monotone. Je n'écoutais pas. Je gardais les yeux fixés sur Julien, sur la façon dont il souriait à Manon, sur la façon dont il regardait le contrat comme un lion regarde sa proie. Il dépensait déjà l'argent dans sa tête, sauvant son entreprise, achetant une nouvelle voiture à sa femme, se débarrassant du fardeau qu'était sa propre mère. Tout cela en une seule signature. « Madame Dubois ?» La voix du notaire me tira de ma transe. « Tout est clair pour vous ?»« Limpide, » dis-je d'une voix ferme. Julien poussa le contrat sur la table vers moi. Il posa un stylo de luxe, lourd et doré, à côté du document. « Tiens, maman, sur les pointillés. Finissons-en. » Je pris le stylo. Le métal était froid contre ma peau. Je sentis tous les regards sur moi, les souffles suspendus. C'était le moment, le point culminant de leur pièce de théâtre. Je levai le stylo, le déplaçant lentement vers le papier. Je vis le soulagement sur le visage de Julien, le sourire victorieux se dessiner sur les lèvres de Manon. Il pensait avoir gagné. Ding-dong. Le son de la sonnette fut si net, si ponctuel, qu'il sembla être un effet sonore répété. Tout le monde sursauta, sauf moi. « Maman, qui cela peut-il être ? Tu n'attendais personne, si ?» demanda Julien, l'irritation perçant dans sa voix. Je posai lentement le stylo sur la table, à côté du contrat vierge. Je me levai de ma chaise. « En fait, mon fils, » dis-je avec un calme qui les laissa perplexes. « Si. » Je me dirigeai vers la porte. Je tournai la poignée. Dehors, comme convenu, se tenait un jeune homme grand, vêtu de l'uniforme impeccable d'un coursier international. Il tenait une unique pochette en carton, du genre de celle utilisée pour les documents urgents. « Madame Catherine Dubois ?» demanda-t-il. « C'est moi, » répondis-je. « Livraison de Nice. Il me faut une signature, s'il vous plaît. » Je signai sur la tablette qu'il me tendit, pris la pochette et fermai la porte. Le silence dans la salle à manger était total. Je retournai à la table, le bruit de mes talons sur le parquet rythmant une nouvelle musique. Personne ne comprenait ce qui se passait. « Mais qu'est-ce que c'est que ça, maman ? Une livraison de Nice ?» demanda Julien, la voix montant d'une octave. Je ne répondis pas. Je posai la pochette en carton sur le contrat de vente de l'appartement, le recouvrant entièrement. J'ouvris le sceau d'un geste délibéré. De l'intérieur, je sortis une liasse de documents. C'étaient des copies certifiées conformes, avec des sceaux et des tampons officiels. Je séparai la première feuille et la fis glisser sur la table polie en direction de Julien, avec le même mouvement qu'il avait utilisé quelques minutes plus tôt. Il regarda le papier. C'était un relevé bancaire. L'en-tête indiquait « Ferrier Lulin & C. S.A. Genève, Suisse ». Et dans le champ « solde actuel », il y avait un chiffre. Un chiffre avec tellement de zéros que, pendant un instant, son cerveau sembla incapable de le traiter. Manon se pencha, les yeux exorbités. J'entendis le sifflement de sa respiration. « Ça, » balbutia Julien, « c'est un faux, ce n'est pas possible. C'est le résultat de la vente d'un actif que, bien commodément, tu n'as pas inclus dans ton audit, » dis-je, ma voix tranchante comme un scalpel. Puis, je fis glisser un deuxième document vers lui, un contrat de vente. En haut, le titre « Propriété immobilière, Saint-Paul-de-Vence, Côte d'Azur, France ». Le visage de Julien perdit toute couleur. Il leva les yeux du papier vers moi, le regard rempli d'une fureur impuissante et d'une terrible compréhension. Il comprit enfin pour l'enveloppe. L'appel téléphonique. Ma robe bleue. Tout. Tu m'as menti, murmura-t-il, la voix pleine de venin. Je me penchai sur la table, mon visage à quelques centimètres du sien. L'odeur de la peur qui émanait de lui était plus douce que n'importe quel parfum. « Non, Julien, » dis-je, ma voix maintenant un murmure, mais qui portait le poids de 5 ans de silence et de douleur. « Je n'ai jamais menti. C'est toi qui n'as jamais posé les bonnes questions. » Je pris le stylo doré qu'il m'avait donné. Je le tins en l'air un instant. Puis, je le regardai dans les yeux et le monde entier sembla s'arrêter pour écouter ce que j'allais dire. Je ne signerai pas la vente de cette maison. La seule signature requise ici, aujourd'hui, c'est la tienne, sur ta lettre de démission de ma vie. Le silence qui s'installa dans la pièce après ma déclaration fut différent de tous les autres. Ce n'était pas un silence de tension ou d'attente.
C'était le silence du vide, le son d'un monde entier qui s'effondre. La réalité de Julien, construite sur des piliers d'arrogance et de contrôle, venait d'imploser, et il ne restait que poussière et stupeur. Son visage subit une métamorphose grotesque. La pâleur du choc laissa place à une rougeur de fureur. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. C'était un poisson hors de l'eau. Manon, à ses côtés, semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Le masque de la mondaine ennuyée avait fondu, révélant le visage nu de la panique. Ses yeux, autrefois fixés sur moi avec mépris, passèrent maintenant du relevé bancaire suisse au visage défiguré de son mari. Elle était en train de recalculer toute sa vie. Le notaire et l'agent immobilier, simples figurants dans ce drame familial sanglant, semblaient me souhaiter que le sol s'ouvre et les avale. Monsieur Martin se raclait la gorge à plusieurs reprises, arrangeant des papiers qui n'avaient pas besoin de lettres. Le notaire fixait un point sur le mur, le professionnalisme l'empêchant de s'enfuir en courant, mais chaque muscle de son corps criait pour une sortie. Julien fut le premier à retrouver sa voix, et la voix qui sortit n'était pas celle du dirigeant impitoyable. C'était celle d'un enfant gâté à qui on a cassé son jouet préféré. « Tu ne pouvais pas !» gronda-t-il, la voix tremblante d'incrédulité. Il se leva, la chaise raclant bruyamment le parquet. « Cet argent, c'était celui de papa. Il appartient à la famille, il appartient à l'entreprise. Tu n'avais pas le droit de cacher ça ?» Je restais assise, calme. Je penchai légèrement la tête, observant son effondrement comme un scientifique observe une réaction chimique. « Tu te trompes, Julien. Cet argent n'a jamais appartenu à l'entreprise. Il appartenait à ton père. Et ton père, dans son infinie sagesse, l'a laissé à sa femme, à moi. C'est ce que font les maris qui aiment et respectent leurs épouses. Ils les protègent, y compris et surtout de leurs propres enfants. »« Protégés ? Protégés de quoi ?» cria-t-il en gesticulant de manière incontrôlée. « J'ai consacré ma vie à cette entreprise, je l'ai sauvée. » Un petit rire sec s'échappa de mes lèvres. Ce n'était pas un rire de joie, c'était un son sec, sans humour. « Sauvée ?» répétai-je, et ma voix, bien que basse, fusa dans l'air comme un fouet. « J'ai suivi les bilans. Je connais les dettes que tu as contractées auprès d'usuriers parce que les banques n'avaient plus confiance en ta gestion. Je sais pour l'investissement à très haut risque que tu as fait avec la trésorerie de l'entreprise et qui est parti en fumée. Je sais que tu étais à 3 semaines de la faillite. Tu ne sauvais pas l'entreprise, Julien. Tu la pillais pour maintenir un style de vie que tu ne pouvais pas te permettre et pour couvrir ta propre incompétence. » Chaque mot était une balle. Je vis l'impact sur son visage, la reconnaissance que je savais tout. Le secret honteux qui le tenait éveillé la nuit était maintenant exposé sur la table de la salle à manger de sa mère. Ce fut le tour de Manon. Voyant son navire de luxe couler, elle passa à l'attaque, les yeux plissés, pleins de venin. « Vieille ingrate !» cracha-t-elle, la voix sifflante. « Nous nous sommes occupés de toi. Nous t'avons ouvert notre maison, notre cercle d'amis, et c'est comme ça que tu nous remercies en détruisant ton propre fils ?» Je me levai, enfin, lentement, délibérément. Ma taille semblait doubler la sienne. Je contournai la table jusqu'à m'arrêter en face d'elle. Elle recula d'un pas par instinct. « Vous occupez de moi ?» demandai-je, la voix dangereusement douce. « Vous appelez ça prendre soin ? C'était de la gestion de crise. Vous ne m'avez pas ouvert votre maison, vous me tolériez, et maintenant, votre problème n'est pas avec moi, c'est avec lui. » Je désignai Julien. « Vous n'avez pas épousé un homme, Manon. Vous avez épousé son nom de famille, la promesse d'une vie facile. Il se trouve que la source s'est tarie. Je vous suggère de mettre à jour votre CV. » L'humiliation était totale. Monsieur Martin, voyant une ouverture, se leva. « Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici, avec votre permission. » Il courut presque jusqu'à la porte. Le notaire le suivit, murmurant un « bonne journée » que personne n'entendit. Le bruit de la porte qui se ferma fut le point final du monde que Julien et Manon connaissaient. Maintenant, nous n'étions plus que nous trois. L'air crépitait de non-dits accumulés depuis des années. Julien s'effondra sur sa chaise, la fureur s'évaporant pour ne laisser qu'un homme pathétiquement brisé. Il me regarda, et dans ses yeux, il y avait un dernier appel désespéré.
Maman, murmura-t-il, s'il te plaît, je suis ton fils. Je m'approchai de la fenêtre. La pluie avait cessé. Un timide rayon de soleil perçait les nuages. Mon fils, dis-je, sans me retourner, c'était le garçon qui m'apportait des fleurs écrasées du jardin. C'était le jeune homme qui me serrait fort dans ses bras à l'aéroport quand je rentrais de voyage. Ce garçon-là, je l'aimais plus que ma propre vie. Mais il est mort il y a longtemps. Il a été assassiné petit à petit par l'homme qui est assis à cette table. L'homme qui a regardé sa propre mère et l'a vue non pas comme une personne, mais comme un obstacle, comme un fardeau. Je me retournai et le dévisageai. Il n'y avait plus de colère en moi, juste un vide immense et désolé. Je veux que vous partiez de ma maison. Je veux que vous preniez vos sacs, vos serviettes, votre arrogance et que vous disparaissiez de ma vie. Julien, mes nouveaux avocats te contacteront demain pour formaliser ta révocation de tout poste ou procuration que tu détiens encore en mon nom. Manon, bonne chance. Ils restèrent immobiles un instant, comme s'ils ne pouvaient pas traiter l'ordre. Puis, lentement, comme si leurs membres pesaient une tonne, ils se levèrent. Manon ne regarda pas Julien. Son visage était un masque de haine et de mépris pur, dirigé contre lui. Le raté. En silence, elle prit son sac et se dirigea vers la porte sans se retourner. Julien me lança un dernier regard, un regard d'enfant perdu, de pur désarroi. Je ne ressentis rien. Pas la moindre once de pitié, juste le froid de la résolution. Il la suivit. J'entendis la porte s'ouvrir, et puis le doux clic de la serrure. Seul. Enfin. Je retournai à la fenêtre. Le soleil brillait maintenant, se reflétant dans les flaques d'eau de la rue. Je vis mon propre reflet dans la vitre mouillée. La robe bleue, le rouge à lèvres, les yeux qui portaient le poids et la légèreté d'une guerre gagnée. Je ne souriais pas. Mais, pour la première fois en 5 ans, j'étais entière. La guerre était terminée, et j'avais survécu. Aujourd'hui, je n'entends pas le bruit des voitures sur le boulevard, ni la sonnerie programmée du téléphone. Le seul son qui brise le silence est celui des vagues de la Méditerranée qui se brisent doucement sur les rochers en contrebas et le frottement des poils du pinceau sur la toile. Je suis sur la terrasse de ma maison à Saint-Paul-de-Vence. L'air sent le sel, le romarin sauvage et enfin la peinture fraîche. Le soleil du matin, la lumière que j'ai tant désirée, se déverse sur le paysage comme du miel doré et je suis là, essayant de la capturer. Le tableau que j'ai laissé derrière moi, la promesse interrompue, est sur le chevalet en face de moi. Presque terminé. Mais la femme qui le peint n'est pas la même qui a fait les premières esquisses. Cette femme-là voulait juste la paix. Cette femme-ci, celle que je suis aujourd'hui, a appris que la paix, parfois, doit être gagnée par la guerre. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais gardé le secret de cette maison avec autant de ferveur, même avant que Julien ne devienne l'homme qu'il est devenu. Je me disais que c'était pour honorer la mémoire d'Alain, pour garder notre rêve intact. Mais la vérité est plus profonde. Garder cette maison secrète était un acte instinctif d'autopréservation de l'âme. Dans un monde où j'étais devenue successivement la femme de, la mère de, la veuve de, cet endroit était le seul sanctuaire où j'étais encore simplement Catherine. C'était ma nation d'une seule habitante, mon dernier territoire souverain. Ici, dans mes souvenirs, je n'étais pas un fardeau ou une responsabilité. J'étais la femme qui avait traversé l'Atlantique par amour, la partenaire en affaires qui avait aidé à construire un empire, l'artiste qui voyait le monde dans des couleurs que personne d'autre ne voyait. Cacher l'existence de cet endroit, ce n'était pas pour tromper mon fils. C'était pour l'empêcher, avec sa vision pragmatique et réductrice de la vie, de coloniser aussi cette dernière partie de moi. C'était pour protéger ma propre essence d'être transformée en un autre chiffre sur sa feuille de calcul. Je comprends maintenant que l'amour, en particulier l'amour d'une mère, peut devenir un piège dangereux. Nous aimons tellement, si complètement, que nous nous vidons pour que nos enfants débordent. Nous donnons notre temps, notre énergie, notre identité, et nous attendons, en retour, non pas la restitution de ce qui a été donné, mais la simple reconnaissance, le respect. Quand ce respect meurt, l'amour devient une chaîne. Et j'étais enchaînée à mon amour pour Julien.
chaque concession que j'ai faite, chaque silence que j'ai avalé, chaque fois que je me suis faite plus petite pour ne pas éclipser son éclat était un maillon de plus ajouté à la chaîne. L'humiliation que j'ai ressentie à ce dîner n'a pas été le début de ma douleur. Ce fut seulement le moment où le poids de cette chaîne est devenu insupportable. L'argent qu'Alain m'a laissé n'a pas été mon salut. Il n'a été que l'outil, la clé qui a ouvert la cellule. Ma véritable libération n'a pas eu lieu lorsque le relevé de la banque suisse est tombé sur la table. Elle a eu lieu à l'instant où j'ai regardé mon fils dans les yeux et où je me suis choisie. C'était la première fois, en 30 ans, que ma dignité pesait plus lourd dans la balance que mon amour pour lui. Et ce choix terrible et glorieux, c'est ce qui m'a sauvée. Je regarde mon tableau. Les couleurs sont plus audacieuses que je ne l'avais prévu. Le ciel n'est pas seulement d'un rose pâle, il a des touches d'orange, de feu, d'un violet profond. La mer n'est pas un miroir d'argent, elle est sombre, puissante, pleine de mouvements. Ce n'est pas la peinture d'une femme qui cherche la paix, c'est la peinture d'une femme qui a trouvé sa force. Je pensais que mon désir était de terminer l'œuvre que j'avais commencée avec Alain. Aujourd'hui, je sais. Le but n'a jamais été de simplement terminer le tableau. C'était de devenir la femme capable de le peindre. Je ne suis pas venue à Saint-Paul-de-Vence pour retrouver la Catherine que j'avais perdue. Je suis venue pour donner naissance à la Catherine qui est née de ces ruines. Et elle, enfin, est ici. Ce qui s'est passé après ce vendredi pluvieux n'a pas été une déflagration, mais un effondrement lent et inévitable. L'entreprise de Julien, privée du sauvetage financier qu'il espérait obtenir de moi, n'a pas survécu à l'hiver. La nouvelle du dépôt de bilan fut une petite note dans la section économique des journaux. Mais pour le cercle social de Julien et Manon, ce fut un séisme. Le château de cartes, construit sur des dettes et des apparences, s'est effondré de manière spectaculaire. Ils ont perdu l'appartement design, les voitures importées, les invitations aux soirées. Ils ont perdu leur statut, qui, pour eux, était plus vital que l'oxygène. Manon, comme je l'avais prédit, n'avait pas l'estomac pour la pauvreté. Le divorce fut rapide et brutal. J'ai appris par un vieil ami de la famille qu'elle avait déménagé dans le sud pour vivre avec sa sœur et que sa dernière publication sur les réseaux sociaux était une photo énigmatique avec la légende « Repartir de zéro ». C'était une survivante, à sa manière. Un parasite à la recherche d'un nouvel hôte. Quant à Julien, sa chute fut plus profonde. Dépouillé du nom de famille qui lui ouvrait les portes et de l'argent qui lui donnait le pouvoir, il dut faire face à l'homme qu'il était devenu. Il a essayé de m'appeler. Au début, les messages étaient pleins de colère, d'accusations. Puis, ils ont évolué vers un chantage affectif pathétique, mentionnant son père, la « mémoire de notre famille ». Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Puis, il y a 1 mois, une lettre est arrivée ici, à Saint-Paul-de-Vence. L'enveloppe était simple, l'adresse manuscrite avec une écriture que j'ai reconnue immédiatement, bien que je ne l'ai pas vue depuis près de 20 ans. C'était l'écriture de Julien, la même que sur les cartes de fête des mères de l'école primaire. Il y avait 3 pages. Dedans, pour la première fois, il n'y avait ni excuse ni justification. Il y avait juste un récit vide et las de ses pertes, et à la fin, une phrase « Tu me manques, maman ». J'ai lu la lettre assise sur ma terrasse, face à la mer. J'ai pleuré. J'ai pleuré pour mon fils, le garçon qui s'était perdu à l'intérieur de l'homme ambitieux. J'ai pleuré pour la relation que nous n'aurions plus jamais. Mais je n'ai pas ressenti le désir de courir vers lui, de réparer les choses. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. On ne peut que les pleurer. J'ai répondu avec une simple carte postale, avec une photo de ma maison. J'ai seulement écrit « Il me manque à moi aussi, Julien. Prends soin de toi. » C'était un point final, un acte d'amour et de distance. Ma vie, maintenant, est à moi. Je partage mon temps entre la Provence et ma ville, mais pas dans l'ancien appartement. J'ai acheté un endroit plus petit, avec un jardin d'hiver, près du centre historique, près de mes amis, de mon histoire. Je voyage. Je visite les musées que j'ai toujours rêvé de connaître. Je m'assieds dans des cafés pendant des heures, à lire, sans que personne ne m'appelle pour savoir si j'ai pris mes médicaments.
L'argent ne m'a pas apporté un bonheur exubérant. Il m'a apporté quelque chose de bien plus précieux, le silence. La paix de ne pas avoir à justifier chaque choix, chaque désir, chaque souffle. La liberté d'être, tout simplement. Le tableau de l'aube à Saint-Paul-de-Vence est accroché au mur principal de mon salon. Je l'ai terminé. Mais ce n'est plus mon chef-d'œuvre. À côté, sur un chevalet que je ne range jamais, se trouve mon projet actuel. Un autoportrait. C'est le travail le plus difficile que j'ai jamais fait. Chaque jour, je peins un peu, et chaque jour, je vois une femme différente. Je vois les cicatrices, les rides d'expression qui racontent mon histoire. Je vois la tristesse dans les yeux, mais aussi une étincelle d'acier. La femme sur le tableau n'est pas jeune, elle n'est pas docile. Elle est forte, elle est entière, elle a survécu. Et aujourd'hui, pour la première fois, en donnant le dernier coup de pinceau à la courbe de ses lèvres, je lui ai souri. Et elle, de l'autre côté de la toile, enfin, m'a souri en retour. Regarder ce tableau, mon autoportrait, c'est comprendre une vérité profonde. Notre plus grande œuvre d'art, souvent, est la personne que nous parvenons à devenir après que le cadre de notre vie a été brisé en 1000 morceaux. C'est la reconstruction. L'histoire que j'ai racontée ne parle pas seulement d'une maison en Provence ou d'un héritage secret. Elle parle de toutes les maisons que nous enfermons en nous. Les rêves que nous gardons dans un endroit si profond que personne ne peut les trouver, les passions que nous faisons taire pour ne pas déranger, notre propre essence que nous cachons pour rentrer dans les rôles qui nous ont été assignés, mère, épouse, fille, professionnelle, le fardeau. Combien de fois nous sommes-nous tus pour maintenir une paix qui ne servait qu'aux autres? Combien de fois avons-nous souri alors que nous voulions crier? Combien de fois avons-nous accepté d'être un personnage secondaire dans notre propre histoire, simplement parce qu'on nous a convaincus que le rôle principal n'était pas pour nous? La vie, parfois, nous pousse vers cette invisibilité, et le pire arrive lorsque nous commençons nous-mêmes à y croire. Nous commençons à nous voir comme les autres nous voient, un problème à gérer, une dépense à réduire, un sentimentalisme à ignorer. Le voyage de Catherine est un rappel. Un rappel qu'à l'intérieur de chacun de nous, il y a une force endormie, attendant la bonne étincelle pour enflammer le monde. Attendant le moment où la douleur de la soumission devient plus grande que la peur de la confrontation. Ce moment où l'on dit « assez », ce clic, cette signature, cet email envoyé au cœur de la nuit. Si cette histoire a résonné en vous, si elle a touché une porte verrouillée dans votre âme ou vous a rappelé une force que vous aviez peut-être oubliée, je vous invite à laisser votre marque ici. Pas pour moi, mais pour vous. Pour que le monde numérique sache que nous existons et que nous ne serons pas réduits au silence. Commentez ci-dessous avec toute la force de votre histoire. Ma liberté n'est pas négociable. Transformons cet espace en un mur de déclaration. Un rappel pour tous ceux qui passeront par ici qu'il n'est jamais trop tard pour revendiquer notre propre valeur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin de se souvenir du pouvoir qu'il ou elle porte dans son regard. Et restez avec nous. Parce que des histoires comme celle-ci ne sont pas l'exception. Elles sont la preuve de la résilience humaine. Et la vôtre pourrait être la prochaine à être entendue.